Bonjour, j'espère que vous m'entendez. C'est un peu. euh, c'est bon? Oui, tout va bien. Ok, très bien, merci. Moi, je suis très contente d'être là. Je vois qu'il y a 104 participants, donc c'est très réjouissant. Donc moi, je suis Aurélia Barbé, cinéaste, donc membre de la CID. Et comme Lucie l'expliquait, donc la CID, c'est une association de cinéastes qui soutiennent d'autres cinéastes, une espèce d'utopie réelle et incarnée, de chaîne solidaire entre cinéastes. Et moi, je fais partie d'un petit groupe de cinéastes qui défendons haut et fort le film d'Assen. Peut-être pour lancer, présenter Hassen rapidement, même s'il le fera mieux que moi. C'est le deuxième film d'Hassen. Hassen avait fait un premier film qui s'appelle Un rond-point dans ma tête, dont il peut-être nous dira deux mots s'il le souhaite. Ce deuxième film, moi, je l'avais écrit sur 143 rue du Désert, dans. Pardon, j'ai mon chat qui vient. Euh, J'avais écrit que ce film était une espèce de sorte de road movie immobile. Et je sais, Hassen, que tu nous avais raconté en fait qu'après Un rond-point dans ma tête, tu étais plutôt parti dans un désir de film qui pouvait prendre la forme d'un road movie en Algérie. Voilà. Et donc tu étais un peu parti sur les routes comme ça. Donc entre ce désir de film et j'imagine la rencontre avec Malika, est-ce que tu peux nous parler peut-être de cette rencontre? Parce que je pense que tout le monde se demande comment, comment tu l'as rencontré, comment cette rencontre a fait pousser un autre film. Très bien. Eh, eh ben, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à la CID, merci France Culture, merci à vous toutes et tous qui m'écoutez là ce soir. Je ne sais pas si on me voit, mais je n'apparais pas à l'écran, mais bon, j'imagine qu'on m'entend. Est-ce qu'on Oui. m'entend Tout va déjà? bien, Ouais. tout va Ouais, bien. ouais, très bien. Alors Aurélia, merci pour ton introduction. Et effectivement, alors je suis réalisateur. 143 rue du Désert est mon deuxième long métrage. Le premier long métrage s'appelait Dans ma tête un rond-point et c'est un film tourné dans les plus grands abattoirs d'Alger avec les ouvriers des abattoirs et d'ailleurs les abattoirs ont été détruits depuis. Avant ça, j'ai été assistant réalisateur une dizaine d'années. J'ai aussi une autre casquette qui est celle de chef opérateur. Voilà, un peu pour me présenter. Ensuite, concernant ta question, effectivement, c'est après avoir fait un film dans des abattoirs, dans un lieu clos à Alger, j'avais envie de prendre le large et de partir un peu sur les routes en Algérie et écrire un road movie. Donc, je suis parti, j'ai pris la voiture tout seul et pour me balader et pour essayer d'écrire une histoire qui se passe sur les routes. Euh, il se trouve que la troisième fois que je fais ça, j'étais accompagné d'un ami à moi écrivain qui s'appelle Shawqi Amari et qui est dans le film d'ailleurs, c'est celui qui est dans la séquence de la prison. Et c'est un peu le Kerouac algérien. C'est quelqu'un qui prend tout le temps la route et qui est aussi géologue de formation et qui écrit des essais, des romans qui se passent dans le désert et sur la route. Et dans un de ses livres, et dans même deux de ses livres, mais je vais parler surtout de celui-là qui s'appelle National 1 et qui est un livre de halte, un livre d'étape où il raconte les rencontres qu'il fait, il raconte quand il s'arrête dans un lieu, qu'il rencontre quelqu'un. C'est un très très beau livre que d'ailleurs je vous conseille de lire. Et, donc il s'appelle National 1 et dans ce livre il parle de la gardienne du désert. Il parle de cette femme qui s'appelle Malika et qui est la gardienne du désert. Alors quand j'ai lu ça il y a quelques années, j'ai plus trop le souvenir. Est-ce que c'était une histoire vraie ou une histoire fausse ou si c'était quelque chose qui émanait de son imaginaire. Mais je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Et il se trouve que en étant donc sur la route avec lui, je lui dis Shawqi, est-ce que tu penses qu'on pourrait aller rendre visite à Malika? On était à Timimoun, dans une ville qui est à 400 km à peu près de chez Malika. Et, euh, et il me dit, bah oui, on peut aller lui rendre visite. Et donc, c'est
c'est comme ça que j'ai rencontré Malika par le biais de cet écrivain qui s'appelle Shorpé Amari. Je reprends juste le micro et la parole, peut-être pour donner la. J'essaie de prendre vos questions dans l'ordre. Et je crois que Nathan Michi avait une première question. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Bonjour, je m'appelle Nathan Michi. Je voudrais d'abord remercier forcément Acide d'avoir organisé cette réunion ainsi que Adrien. Moi, ma question se porte sur la façon dont vous avez filmé Malika et ou qui est beaucoup fait sur beaucoup de plans fixes avec, si je ne me trompe pas, une focale assez courte. Donc un langage qui était un peu, on va dire, filmographique, ce qui fait que moi, au tout début, j'ai vraiment eu du doute si c'était pas un vrai film scénarisé ou j'ai mis 10 bonnes minutes de me rendre compte que c'était plutôt un documentaire. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez fait ce choix ce choix de mise en scène, si je peux dire ça comme ça, donc des plans fixes, focales courtes avec très peu ou même pas du tout de mouvement. Merci beaucoup. Écoute, merci pour ta question. C'est bien parce qu'on va dans le vif du sujet directement, dans le dur. Alors, et puis j'aime bien aussi comment tu dis un vrai film et un documentaire. En fait, moi, j'essaie de ne pas du tout faire cette distinction parce que je ne pense pas qu'il y ait de vrais films ou de documentaires. Cette distinction, j'ai toujours essayé, en tout cas par le cinéma avec lequel j'ai été nourri, de faire juste la distinction entre ce qui est cinéma et pas cinéma. Et je pourrais citer voilà, des gens comme Depardieu, Peter Watkins, Wiseman, des gens qui font du cinéma à partir du réel qui les entoure. Donc, je n'invente rien, mais c'est aussi un peu ma manière de travailler. C'est-à-dire que quand je vais faire un film, je ne me pose pas cette question-là de me dire je vais faire du documentaire ou je vais faire de la fiction. Je vais essayer de raconter une histoire avec ce qui m'entoure. Et ce qui m'entoure, bah, c'est l'humain. C'est Malika et son histoire. C'est ces routiers-là qui arrivent. C'est aussi se permettre de remettre en scène des choses. Et comme le dit si bien Malika, je trouve, dans le film, un moment quand il y a cette personne qui cherche son frère et qui fait du stop à l'extérieur et qui dit en fait, les gens mentent mais ne savent pas mentir. Et je trouve que dans cette phrase-là, il y a quelque chose de comment on fabrique un film. Et on fabrique, à mon avis, un film avec du mensonge, avec de la vérité. Et aussi, ça me raccroche à une phrase qui est un peu comme un manifeste qui m'a accompagné pendant ces deux films, mais surtout dans ma tête à rond-point, où un ouvrier des abattoirs n'arrêtait pas de répéter pour mentir, je ne mens pas, et la vérité, je ne tombe pas dedans. Et voilà, c'est une phrase qui pour moi, qui me guide un peu dans la fabrication de mes films. Et j'aime bien aussi cette phrase de Cervantes qui dit qu'importe le chemin, c'est comment on arrive à cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire. Et donc, voilà, dans le film, je me permets aussi d'écrire certaines séquences. Il y a certaines séquences qui sont écrites, certaines séquences. C'est-à-dire que même le cinéma dit documentaire, il y a la question de la mise en scène qui est tout le temps posée, qui est tout le temps là. Le choix d'aller chez Malika est un choix de mise en scène, de poser sa caméra là, de cette manière, et de choisir telle focale, comme tu le dis, choisir le 25 et le 50 comme focale pour tourner, c'est un choix de mise en scène. Donc, je pense que tout cinéaste est traversé tout le temps par ces questions de mise en scène. Et pour répondre à ta question des focales, écoute, voilà, donc j'ai un peu répondu, c'est des focales fixes, donc 25 mm et le 50 mm, ou plutôt 35 et 50 mm. Je préfère avoir des focales fixes et ne pas avoir de zoom dans le travail que je fais parce qu'il y a un rapport,
on est comme un boxeur, quoi, mais pisse, hein, pas un boxeur de combat. On se rapproche et on s'éloigne en fonction de la situation qu'on est en train de filmer. Donc, avoir un zoom, il y a une paresse, c'est aller chercher quelque chose sans vraiment la réfléchir. Et quand on est avec des focales fixes, on est obligé de s'adapter un petit peu à la situation, à ce qui est en train de se passer. Et si on est dans quelque chose de plus intime, bah, je vais me rapprocher, mais je vais prendre mon trépied et ma caméra et me rapprocher. Si c'est quelque chose que je dois raconter et qui a besoin d'un plan large, et ben, je vais le faire en plan large. Donc, le choix de la focale, elle est là. Et puis aussi parce que j'ai une pratique de photographe depuis que je suis tout petit, en fait, depuis l'âge de 13-14 ans. Je sortais avec un appareil photo et je prenais des photos. Et il se trouve aussi que, voilà, poser son trépied et composer une image, c'est justifié par rapport à ce que je suis en train de raconter. Je fais un mouvement, par exemple, circulaire autour de la maison parce que j'avais envie de décrire ce qu'il y a autour de la maison, le désert qu'elle habite. Mais je ne me vois pas faire un mouvement à l'intérieur ou un travelling chez Malika parce que le lieu ne s'y prête pas. On est dans un lieu très minimaliste, très carré. On est un peu comme dans une cabine de cinéma, quelque part. Il y a cette porte en face de chez elle que j'ai imaginé tout de suite comme un écran de cinéma. Et donc, il faut aussi s'adapter à ce qu'on voit, c'est-à-dire les carrés, la fenêtre, la porte, la table. Voilà, le choix du trépied et des focales fixes. Très bien, merci d'avoir répondu à ma question. C'est vrai que désolé d'être le premier à être passé, c'était peut-être une question un peu dure à prendre à froid, mais vous y avez très bien répondu. Merci beaucoup. Merci. C'est bien, on rentre dans le vif, c'est bien. Et merci Hassan. Elisa, peut-être? Si Elisa... Oui. Bonjour. Alors, j'avais une question plus sur la production. Comment est-ce que vous avez pitché le film au producteur? Ok, très bien, merci. Merci aussi, c'est chouette toutes ces questions. Écoute, on a une manière de travailler avec ma productrice qui s'appelle Nariman Marie, donc c'est le deuxième long métrage qu'on fait ensemble. Et pour la petite histoire, pour mon premier film, Dans ma tête un rond-point, c'est un projet que j'avais déposé dans une boîte de production à Paris et le projet dormait un peu s'entassait dans les bureaux. Et donc, ça faisait quelques années qu'il était là et cette productrice, dont je ne citerai pas le nom, qui est une amie en passant, me demandait à chaque fois de réécrire, d'écrire, de réécrire. Et donc, c'était pas ma façon de faire. Et en fait, j'ai rencontré ma productrice dans un festival de cinéma en Espagne où je présentais un court-métrage. Elle présentait Lubia Hamara, un film à elle qu'elle avait réalisé. Et puis, on s'est retrouvés autour d'un café. Et puis, elle me dit, c'est quoi tes projets? Je lui dis, voilà, j'ai envie de faire un film. J'avais fait 3 courts-métrages. Entre-temps, je travaillais comme assistant mise en scène et réalisateur. Et elle me dit, je lui dis, voilà, j'ai envie de faire un film dans les abattoirs d'Alger, un film qui parle de tout sauf de viande. C'est très bien que tu me poses cette question parce que je trouve que chaque film doit être pitché en 2-3 phrases, quoi. Sans ne pas partir sur des phrases et puis que ça soit pas compréhensible. Et donc, du coup, elle me dit, mais pourquoi tu le fais pas? Je lui dis, bah, c'est dans une boîte de production. Le projet attend depuis 2-3 ans, tout ça. Elle me dit, mais t'attends quoi? Je lui dis, bah, écoute, j'attends, j'ai envie d'une caméra, de payer un ingénieur du son et de pouvoir avoir les autorisations pour tourner. Et donc, cette productrice, donc Nariman, a tout de suite adhéré au projet. J'ai essayé de matcher les 2 productrices pour essayer de penser à une coproduction toutes les 2, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai fait le film avec Nariman. Alors, d'une manière très spéciale, parce qu'on passe pas, on n'a pas fait les choses d'une manière conventionnelle
et traditionnelle d'une certaine manière. C'est pas on écrit et puis on va chercher le film. On tourne, on a tourné et ensuite on est allé chercher de l'argent. Mes deux longs métrages, c'est des films qui ont été produits en post-production, c'est-à-dire après le tournage. Alors ça, c'est un risque, c'est-à-dire si on ne trouve pas d'argent, eh ben, on a passé beaucoup de temps et de l'énergie dépensée pour que peut-être le film ne voit pas le jour. Mais il se trouve que voilà, cette méthode a gagné une fois. On a réussi à financer le film, mon premier long métrage comme ça. Et la deuxième fois, donc pour 143 rue du désert, ça s'est pratiquement passé de la même manière. J'étais en écriture avec le projet de road movie dont je vous racontais tout à l'heure. Et puis, je rencontre Malika en cours de chemin. Et là, il y a quelque chose qui se bouleverse. Comme a dit Aurélia tout à l'heure, j'étais en train de chercher à faire un road movie sur toutes les routes en Algérie, à faire des kilomètres et des kilomètres. Et quand j'arrive chez Malika, je me dis, en fait, mon road movie, il est là. Il est chez Malika. C'est un peu un road movie inversé, c'est-à-dire c'est la route qui vient vers nous et c'est pas nous qui prenons la route. Et un road movie, c'est quoi? Un road movie, bah, c'est des personnages. Mon personnage principal, c'est Malika. Un road movie, c'est la route. Il y a la route, la plus importante route d'Afrique qui est en face de chez Malika et qui s'appelle la route transsaharienne. Et donc, je décide de faire le road movie là. Donc, je rentre à Marseille, là où j'habite et là où habite ma productrice, et je lui dis, écoute, toute l'histoire du road movie là que j'étais en train de te raconter, tout ça, on laisse tomber, mais j'ai rencontré cette femme incroyable qui s'appelle Malika et qui vit là dans le désert au milieu de rien, quoi. Et donc, elle me dit, ah bah, c'est génial, bah, tu le fais. Et donc, il nous restait un petit peu d'argent de mon précédent film. Et c'est avec cet argent-là qu'on a enclenché le tournage. Et ensuite, ensuite on a commencé à chercher les financements. Et pareil, ça s'est un peu financé. Le film est financé pratiquement à 90% en post-production. Voilà. Et ensuite, par rapport à cette question de pitch, là, c'était aussi la première fois que je me confrontais à ça. Et c'est quelque chose qui était assez nouveau pour moi d'aller pitcher. Et je me souviendrai toujours au festival de Marrakech, donc, où il y a une aide à la post-production. Ma productrice ne pouvait pas venir, donc j'étais allé tout seul pour défendre le film. Et là, on est en concurrence avec plein d'autres réalisateurs. Et il y a 200 personnes dans la salle. Donc, on monte sur scène, on projette 10-15 minutes de ton film. Tu racontes l'histoire et tu dis quel genre de film tu as envie de faire. Et donc, j'ai raconté simplement la rencontre comme je viens de vous la raconter. J'ai raconté le film que j'avais envie de faire. Et puis ensuite commencent les questions-réponses. Et une des premières questions, c'était mais vous voulez faire quoi avec cet argent? C'était quelqu'un du jury qui m'avait posé cette question. Et moi, je réponds, mais d'une naïveté extrême, je dis, bah, c'est pour nous payer. Et là, il y a toute la salle qui rit parce que personne ne s'attendait à cette réponse. Et voilà, moi, c'est le conseil que je donne quand je fais des workshops ou des formations ou des choses comme ça, c'est de dire raconter les choses simplement. N'essayez pas de tricoter quelque chose qui n'est pas le vôtre, quoi. N'essayez pas de vendre quelque chose qui n'est pas votre projet. Racontez les choses comme on raconte à un ami dans un café l'histoire qu'on a envie de faire. Et c'est un peu comme ça que je l'ai fait. D'ailleurs, c'était marrant parce que derrière, il y a une productrice allemande qui était montée pour pitcher son projet. Et puis elle avait dit, on lui avait posé la même question en lui disant, mais tu veux faire quoi de cet argent? Et elle leur dit, bah, c'est comme il a dit lui, c'est pour nous payer, quoi. C'était devenu un running gag dans le truc, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Merci Hassan. Eva Ponce, peut-être? Merci. Oui. Bonjour Eva. Bonjour. Moi déjà, je tenais à vous remercier pour ce film parce que j'ai été assez touchée par la façon dont vous filmez cette femme et la façon dont vous filmez dans un endroit précis, mais on voyage tellement en fait.
Donc ça m'a beaucoup marqué à la fin de ce visionnage. Et moi, ma question, c'était vraiment par rapport à la relation que vous avez, je pense, déployée avec cette femme. Parce que quand je regarde votre documentaire, il y a vraiment cette chose que j'ai l'impression que je vous oublie presque en fait derrière cette caméra. Et pour moi, c'est ça le plus beau dans un film, c'est quand on oublie celui qui est derrière la caméra. Et je voulais savoir du coup comment vous avez construit peut-être cette relation en amont avec elle, gagner sa confiance sûrement. Et aussi juste en deuxième lieu, par simple curiosité, si elle est toujours là-bas et si elle y est restée finalement. Merci. Merci pour tes questions. Écoute, Malika, c'est une femme à qui tu la fais pas du tout à l'envers, en fait. C'est quelqu'un qui est très direct. Et j'ai passé 2 heures de temps avec elle. La première fois où j'étais allé donc avec mon ami Shawqi. Avant de partir de là, j'avais la conviction, j'étais pratiquement persuadé qu'il fallait faire un film sur cette femme. Un film sur son histoire et un film sur ce qu'elle est. Euh, et donc tout de suite, je lui dis, Malika, est-ce que tu penses que je pourrais revenir faire un film avec toi? Et là, tout de suite, elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, tu peux. Donc 2 mois après, j'étais chez Malika avec un ami ingénieur du son et on s'est installé chez elle. Et après, on apprend à se connaître petit à petit. Euh, et Malika est devenue un peu comme une mère de substitution pour moi et pour mon ami qui était avec moi. Mais elle l'est aussi, et je pense que ça se ressent peut-être dans le film. C'est, c'est quelqu'un qui joue beaucoup de rôles pour les routiers qui sont passés chez elle. C'est une mère, c'est une confidente, c'est quelqu'un qui amène un peu de sérénité, et qui est aussi une légende vivante. Je raconte juste cette petite anecdote. Un jour, j'étais en train de faire un plan à l'extérieur de chez Malika, un plan large, et il y a un routier qui s'arrête chez elle, pas chez elle, mais à l'extérieur, et qui me dit, mais tu es en train de faire quoi? Je lui dis, je suis en train de faire un film sur Malika, et il me dit, mais elle est morte, Malika. Je lui dis, bah non, elle n'est pas morte, elle est là, à l'intérieur. Voilà, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté par les routiers. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup souffert parce qu'elle est une femme. Ça fait 25 ans qu'elle est là-bas. Elle le dit un tout petit peu au début du film. Quelqu'un qui a beaucoup galéré. Mais après, voilà, la relation a commencé à se tisser tout doucement. Et puis, en fait, je ne filme pas beaucoup. Je filme à peu près 2 heures par jour. Je savais ce qui m'intéressait, donc je n'étais pas dans une course frénétique à avoir des images. Donc on passait énormément de temps aussi à se livrer. Et c'est quelque chose aussi que je dis souvent, c'est-à-dire en fonction de comment on se livre nous, l'autre personne en face va se livrer d'une autre manière. On ne peut pas aller faire un film avec quelqu'un et ne pas se livrer. Donc, d'une certaine manière, on discutait, on passait nos journées à boire des cafés avec Melika et puis à discuter de la vie, à regarder la vie passer. Et c'est comme ça qu'il y a une relation très forte qui s'est tissée avec elle. Voilà, ça c'est par rapport à la relation. Ensuite, tu avais posé, tu as dit quelque chose de très intéressant par rapport à oublier la caméra. Je laisse les boules vertes. Et... Allô? Ouais. En fait, il faut juste Allô, allô? On m'entend? Oui, 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 on vous entend. Oui, C'était on un vous micro entend. qui est... Ouais. Alors, ouais, par rapport à ce que tu avais dit sur oublier la caméra, c'est quelque chose de très intéressant parce que, en fait, moi, je dirais pas oublier la caméra, mais il y a un état, quand on est en train de filmer, qui est très intéressant et c'est un état entre les deux. C'est celui où ton protagoniste oublie la caméra, mais en même temps, il est conscient qu'elle est là. Et ça se joue à cet entre-deux, quoi. Et c'est ce qui fait peut-être qu'un film soit un film. C'est pas de la caméra cachée. C'est comme cette première séquence où il y a ce monsieur qui prend un thé et qui arrive
qui ne regarde même pas la caméra, qui comprend très vite le dispositif. Il y a un cinéaste, il y a une caméra, il y a un ingénieur du son. Il vient, il s'installe et il joue sa partition et il repart. Mais en même temps, il était conscient qu'elle était là, elle était à son dos, elle était derrière lui. Donc, voilà, moi, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment cet entre-deux. C'est là peut-être où le cinéma du réaliste joue, c'est quand on oublie la caméra et qu'on sait qu'elle est là. Ça, c'est par rapport à ta deuxième remarque. Et ensuite, par rapport à Malika, écoute, elle est toujours dans son café. Et je lui parle à peu près une fois par mois pour avoir de ses nouvelles. Et Malika va plutôt bien. Après, elle a des soucis de santé. Elle se plaint beaucoup de la station-service qui a ouvert juste à côté de chez elle. Mais en même temps, comme elle le dit, elle me dit, mais t'inquiète, ils ne vont pas tenir le choc. Elle me le répète assez souvent. Donc voilà, Malika va bien, quoi. Moi, j'ai une question par rapport... Excusez-moi, je vous ai coupé. Vous m'entendez? Oui. J'ai une question par rapport au processus de filmer un documentaire. C'est très physique et puisque c'est un road movie, ça doit demander beaucoup de force physique et de concentration mentale, surtout qu'il y a beaucoup d'imprévus. Comment vous gérez physiquement, émotionnellement et mentalement ce challenge en fait? Comment vous arrivez à cet état dont vous parliez d'espèce de transcendance où vous êtes conscient de tout en même temps, vous êtes conscient en même temps du montage qui aura lieu, en même temps de la post-prod, en même temps du côté organique qui est devant vous, et en même temps du côté très humain et très simple d'avoir juste une conversation avec votre actrice. Comment vous arrivez à faire ce chamboulement de multiples éléments en même temps? Waouh, écoute, c'est une sacrée question, ouais. Écoute, moi je pense que quand on fait un film, il y a quelque chose, on est un peu en lévitation. En tout cas, quand je fais un film, il y a quelque chose, je suis toujours en transe, quoi, quelque part. Ma vie, je la mets entre parenthèses, le temps du tournage. Et j'essaye de vivre les choses avec les gens que je filme. Donc, c'est avant tout une expérience humaine, comme celle que j'avais fait dans les abattoirs, où j'avais passé plus de 2 mois à l'intérieur. C'est comment dire, c'est partager, c'est écouter l'autre, c'est être en osmose, quoi, avec. D'ailleurs, cette petite anecdote, peut-être qui va donner un exemple. J'aime bien parler en anecdote, c'est plus simple des fois. Pendant le tournage dans les abattoirs à Alger, j'étais avec mon ami ingénieur du son et puis on était avec le trépied, un peu comme les frères Lumière. Le trépied, la caméra, l'abattoir, il fait 4000 mètres carrés et puis on était à l'intérieur, on errait à l'intérieur de ces abattoirs pour filmer. Donc la première semaine, et puis là pareil, c'était par rapport au pitch. Les ouvriers nous disaient, mais quel genre de film vous voulez faire? Je leur disais, je veux faire un film qui parle de tout sauf de viande, c'est-à-dire d'amour, de poésie, de la vie. Mais j'ai pas envie de parler de votre métier parce que votre métier, on vous voit le faire. Et au bout de 3-4 semaines, quand tout le monde s'est adapté, quand tout le monde nous a connus, avec tout le monde on a discuté, est arrivé un jour où il y a un ouvrier qui est venu nous voir et qui nous dit mais vous avez filmé quoi hier? Et nous, on lui a demandé combien de bêtes il avait travaillé. C'est-à-dire que d'un coup, c'est devenu un travail d'artisan avec un artisan. Voilà. Et je pense que quand on arrive à quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui peut naître de ça. Donc, on arrive à cet état-là un artisan qui discute avec un artisan. Et ensuite, avec Malika, le lieu, la temporalité du lieu est tellement incroyable que tu ne peux pas rester avec ta temporalité à toi. Il y a quelque chose qui se bouleverse, il y a quelque chose qui se bouscule en toi, et parce qu'elle te renvoie Malika, ce qu'elle est,
et par la vie de ces baroudeurs de la route. Moi, je les appelle les philosophes de la route. Euh, il y a un routier, une fois, il m'a dit cette phrase incroyable. Il m'a dit, c'est le seul métier au monde où tu regardes devant toi et derrière toi en même temps. Et c'est tous des philosophes, c'est-à-dire que ça ne peut forger que le respect d'être avec des gens comme ça. Et voilà, moi je dirais, voilà, c'est quelque chose euh, qui s'approche de la transe, ouais, qui s'approche de la transe. On doit faire un film, on doit rester calme, on doit être à l'écoute de l'autre parce que ça, c'est notre première tâche, hein, c'est d'être un écoutant, beaucoup plus que quelqu'un qui parle. Euh, voilà, bah, écoute, en tout cas, merci pour ta question. Ouais. Elle me renvoie en tout cas à cet état, à ce moment-là que j'ai vécu que chez Malika. D'ailleurs, quand on a fini le tournage, avec mon ami ingénieur du son, on est resté 3 jours chez Malika sans tourner, juste à boire des cafés et à être avec elle et à regarder la route. Et c'était une thérapie, quoi. D'une certaine manière, c'était une thérapie. Merci Merci Hassan. beaucoup de votre réponse. Je reprends deux minutes la parole pour la rendre, je crois que c'est à Gaël Robert. Et je rappelle juste pour ceux qui nous ont rejoints en cours que le petit protocole qu'on a décidé, c'est que quand il y a une question, on va sur la petite option poser une question, comme ça on essaie de faire ça dans l'ordre. Donc merci Gaël, si tu veux poser ta question à Hassan. Bonjour, merci de nous donner l'opportunité de vous poser des questions. Moi, c'était plutôt une question au sujet de l'ambiance sonore. J'ai été assez marquée par le fait que vous laissez beaucoup de temps de pause et de silence, et je voulais déjà vous demander pourquoi ce choix. Et ensuite, du coup, tout ce silence et peut-être aussi le fait d'être dans le désert. J'ai fait un parallèle, peut-être qui va vous sembler un peu étrange, et qui m'a presque fait penser à un film de science-fiction où Malika serait sur une planète un peu solitaire avec tout ce silence un peu comme dans l'espace. Je ne sais pas si c'est une dimension comme ça un peu cosmique et spatiale qui vous a traversé l'esprit, notamment quand vous étiez là-bas ou pas. Voilà, c'était un peu mes questions. Écoute, tu m'as étonné parce que il y a cette dimension-là dans le film. Et d'ailleurs, je révèle quelque chose qui n'est pas vraiment perceptible, mais il y a une séquence quand on écoute Brian Eno dans le noir la nuit où il y a Malika qui sort et juste après le moment où il y a la musique de Brian Eno qui s'arrête, j'ai mis le son de Mars, de la planète Mars, qui venait de sortir. Et j'avais écouté ça et j'étais très étonné et j'étais en pleine post-production et j'avais besoin un peu d'appuyer ce côté-là cosmique, comme tu dis. Donc ouais, effectivement, pour moi, il y a cette idée-là que Malika n'est pas au milieu de nulle part, mais elle est au milieu de toutes parts, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu en étant chez elle, c'est qu'elle est au carrefour du monde. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu traces la carte de l'Algérie, je la trace très mal, mais en fait, elle est vraiment au milieu, au centre de l'Algérie. Et, euh, et voilà, effectivement, il y a ça, il y a cette dimension-là que je voulais donner à Malika, mais qui est aussi appuyée par une autre dimension, qui est la dimension spirituelle, qui peut rejoindre celle dont tu parles, cosmique. Mais pour moi, Malika est aussi un peu une sainte profane, quelque part. C'est, je pense, quelqu'un qui a tellement marqué les esprits et comme tout, dans tous les saints qui ont des lieux dans le monde entier et particulièrement au Maghreb, ils ont des lieux qui sont attitrés et des lieux où on vient visiter ces lieux. Et je pense, hein, c'est quelque chose, c'est un fantasme peut-être pour moi, mais dans une centaine d'années ou dans 200 ans, le café de Malika deviendra peut-être comme un lieu de pèlerinage pour aller voir Malika. Donc, il y a cette dimension-là que j'essaie de donner. Ensuite, par rapport à l'ambiance sonore, ce qui était fou aussi, c'est que le désert n'a pas un seul son, quoi. Mais comme la ville n'a pas un seul son, mais là-bas, le bruit du désert, il change tout le temps, quoi.
tout le temps, on est sur des ambiances, sur des variations sonores différentes. Et donc, ce que j'ai fait avec l'ingénieur du son, c'est qu'on a posé à l'extérieur du café de Malika un micro stéréo qui prenait l'ambiance un peu de l'extérieur. Et donc, ensuite, en post-production, et ça, c'est du montage, et là, c'est là où je dis aussi que c'est de la mise en scène, je vais choisir tel son par rapport à telle séquence et que je vais poser sur ma table de montage. Voilà, donc récolter les sons différents du désert, et ensuite, en fonction de sa narration, appuyer, raconter quelque chose, jouer sur les strates sonores dans le film. Merci. Merci Hassan. Je donne la parole à Luna. Bonjour Luna. Oui, bonjour. Alors déjà, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que j'ai beaucoup aimé votre film, il m'a beaucoup touchée. Enfin, Malika est très surprenante et je trouve ça génial d'avoir une femme aussi forte représentée dans votre film. Donc enfin, voilà. Et outre ça, il y a une scène qui m'a particulièrement troublée. Parce que, comme vous le disiez plus tôt, en fait, dans votre manière de travailler, c'est de mélanger le documentaire et le film fictif, j'ai envie de dire. Et il y a cette scène dont on parlait tout à l'heure, où Malika annonce qu'elle a perdu sa fille, qui se serait faite assassiner, après avoir écouté l'histoire de cet homme qui cherche son frère. Alors qu'elle disait à chaque routier, pardon, qu'elle n'avait pas d'enfant. Et, et dans le plan suivant, elle dit que cet homme était un menteur et donc qu'elle aussi a menti. Et après quelques recherches sur Internet, j'ai cru comprendre que cet homme était un acteur, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce que cette scène, du coup, est fictive ou est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que Malika, c'est vraiment quelque chose qui lui est arrivé ou pas? Ok. Écoute, merci pour ta question. Alors, je vais essayer de revenir un tout petit peu à la genèse de ce projet, de pourquoi j'avais envie d'avoir une séquence de fiction dans le film. Euh, alors, il se trouve que Samir Al-Hakim, exactement, est un comédien connu en Algérie. Il a joué dans plusieurs films de cinéastes algériens qui sont connus, Merzak Aloueche et plein d'autres. Et j'avais l'idée de faire un film avec lui il y a quelques années qui était l'histoire de quelqu'un qui cherche son frère euh, disparu dans les années 90 en Algérie. Donc, c'était une histoire qui était restée un peu dans mon armoire. Et j'ai décidé en fait de la ressortir et de l'inclure dans mon film que j'ai fait avec Malika. Pour une simple raison, c'est que, pareil, un routier une fois m'avait dit une phrase en off qui m'avait beaucoup touché et qui était tout le monde cherche quelqu'un ou quelque chose dans le désert. Ah, donc je me dis, tiens, ah oui, il y a cette histoire que j'avais envie de faire il y a très longtemps, et ben, je vais essayer de la faire. Mais alors, du coup, je commence à préparer. J'étais en plein tournage avec Malika. J'appelle Samir au téléphone et je lui dis, écoute, voilà, il y a cette séquence, tu te souviens de ce scénario dont je t'avais parlé? Écoute, j'aimerais bien l'inclure dans le film que je suis en train de faire. Samir, il me dit, il n'y a pas de souci, je viens, même si je ne suis pas payé. Et donc, il devait arriver 3, 4 jours après. Et au téléphone, on était en train d'écrire ce scénario. Il se trouve qu'il se passe quelque chose de complètement cosmique en plein tournage. C'est cette séquence qu'il y a au tout début du film où Melika est à la porte et elle dit, il y a quelqu'un qui est en face et c'est quelqu'un qui cherche son frère et qui ne l'a pas trouvé. À ce moment-là, j'ai la chair de poule, il y a quelque chose qui se passe et je me dis, mais c'est pas possible. C'est exactement l'histoire que je suis en train d'écrire avec mon copain Samir et qui se retrouve là en face de nous, quoi. Et je me dis, mais c'est. Et donc, du coup, je dis à Malika, ben, il faut que j'aille chercher le gars en face. Et là, il y avait une tempête. D'ailleurs, c'est filmé dans le film. C'est le gars qui fait du stop en pleine tempête. Et je vais le voir et je lui dis,
j'aimerais bien que tu viennes te réfugier à l'intérieur, quoi. Et le gars ne voulait pas venir, euh, en me disant que voilà, il avait sa route à tracer et tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était un signe, un peu un signe du ciel, quelque chose comme ça, qui me disait, tu dois aller au bout de ton idée, et en fait, tu ne te trompais pas. C'est-à-dire que quand là, c'est la réalité qui rejoint la fiction ou la fiction qui rejoint la réalité. Il y a quelque chose qui se passe et les deux s'imbriquent. Et, euh, et du coup, Samir vient pour faire sa séquence, mais Malika n'est pas au courant que c'est un comédien. Malika ne le connaissait pas et je n'ai pas prévenu Malika parce que c'était aussi une manière d'essayer quelque chose de nouveau. Je ne voulais pas mettre Malika dans le rôle de la comédienne classique avec un texte. J'aurais pu le faire, hein, mais là, j'avais envie de tenter quelque chose d'autre. Et donc, Samir arrive et joue sa partition. Et là, ce qui est incroyable, et je ne regrette pas du tout d'avoir commis cette séquence, euh, parce qu'il y a par exemple, il y a plein de journalistes en Algérie qui étaient choqués quand j'avais présenté le film là-bas en me disant, mais c'est pas possible d'amener un comédien dans du documentaire. Euh, c'est ou du documentaire ou de la fiction, mais je leur ai dit, mais c'est écrit où, en fait, qu'on peut pas ramener un comédien et le mettre dans un documentaire? Est-ce qu'il y a une Bible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne nous le permet pas? Et je trouve qu'en fait, ça raconte autrement Malika. Et, euh, et peut-être que l'histoire, alors moi j'y ai cru complètement, hein, j'avais les larmes aux yeux quand j'étais en train de tourner, parce que je me suis pris à son histoire de la fille qu'elle a perdue. J'étais complètement dedans. Après, j'ai compris que c'était pas forcément vrai. Mais ce qui est beau, c'est qu'en en fait, elle ouvre des plaies. Elle ouvre des parties d'elle-même, même si elles sont fausses, ben, elle nous donne à voir Malika autrement. Et puis voilà. Et puis, il y a cette séquence, il y a cette phrase-là, quand elle dit mais lui, il dit n'importe quoi. En fait, elle a grillé. Sans le connaître, elle a grillé que le mec, c'était un comédien et qui entrait dans son café. Ouais, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est génial, merci. Merci beaucoup. Ouais, ça fait 3 fois que j'entends cette histoire et à chaque fois, ça me donne la chair de poule, moi. William, pardon. Bonjour. Alors, premièrement, déjà, moi, je voulais vraiment vous dire que vraiment le film, je l'ai adoré. D'ailleurs, vous aurez mon vote, hein, parce que j'ai trouvé que c'était ultra original dans le côté où c'était à la fois simple et en fait, c'était très subtil. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a tout un côté spirituel qui est, qui est ultra subtil et c'est ça que j'ai trouvé beau. Et c'est que du coup, ça fait réfléchir sur plein de choses et automatiquement. Et ce que je voulais vous demander, c'est par rapport le travail sur l'image. Est-ce que vous avez fait un certain travail d'étalonnage? L'image, elle est comme telle parce que au départ, moi, je me suis demandé si c'était pas filmé en pellicule. Peut-être c'est parce que c'est dans le désert, mais l'image, elle rendait super bien. Et du coup, voilà, je voulais demander si vous avez fait un certain travail. Écoute, merci hein, pour ta réaction. Et en fait, j'avais besoin d'une caméra. Alors moi, d'habitude, j'aime bien la Panasonic. J'aime bien tourner en Panasonic parce qu'elle offre des lumières très chaudes. Et j'aime bien cette chaleur. Alors que la Sony, c'est un peu plus froid. C'est plus glacial, quoi, ce qu'elle donne. Mais je ne pouvais pas emmener ma caméra Sony parce qu'elle encaissait très peu la lumière, les hautes lumières. Et du coup, c'est euh, c'est une pote qui m'a prêté son appareil Sony Alpha 7, donc un petit appareil photo, et auquel j'ai rajouté beaucoup de filtres aussi, parce que ça tape hein, là-bas, même si on est à l'intérieur de chez Malika, mais quand même ça cogne, quoi, tout le temps. Donc, et comme la Sony encaissait mieux les hautes lumières, donc j'ai fait le choix de cette caméra-là. Et ensuite, bah, effectivement, il y a un environnement, il y a une poussière permanente dans le lieu qui rajoute de l'épaisseur un petit peu et peut-être que c'est ça qui te donne ce côté un petit peu où tu as pensé que ça pouvait être de la péloche, mais comme c'est poussiéreux et même si c'est pas voilà, de la poussière tout le temps, mais elle est permanente, quoi. Elle est là autour. Et donc, c'est peut-être ce grain, il vient aussi cette épaisseur vient de toute la poussière qu'il y a autour. Et ensuite, écoute, il y a un petit travail en étalonnage qui n'est pas non plus énorme, mais quand même, on prend 2-3 jours à essayer
de casser les hautes lumières, de remonter certaines lumières, de travailler sur le bleu là qui m'intéressait beaucoup de la pièce de chez Malika. Donc effectivement, oui, un travail à l'étalonnage aussi, ouais. Merci. Merci Hassan. On va prendre la question de Vivien. Oui, bonjour. Alors, moi, j'avais une question plutôt sur la temporalité, parce que quand on est dans le film, on rentre un peu dans la temporalité de Malika, on rentre un peu dans une sorte de routine où on voit régulièrement les routines qui passent sous elle et tout ça. Et du coup, ça m'a fait poser la question, dans la réalité, pour le tournage, combien de temps vous êtes resté là-bas? Est-ce que c'était tout d'un coup? Est-ce que vous êtes venu plusieurs fois? Et ce genre de choses. Écoute, merci pour ta question. Alors, là, j'avais envie de faire un film d'une traite. J'avais pas du tout envie d'avoir un film découpé, repartir. Je savais que j'avais à peu près un peu plus de 2 mois, en fait, où je me suis posé chez Malika avec mon ami ingénieur du son. Et on était, d'ailleurs, on ne dormait pas chez Malika, mais on était dans la ville la plus proche de chez elle, qui s'appelle El Golea, et qui est à 70 km de chez Malika. C'est là où c'est possible de dormir. On ne pouvait pas dormir chez Malika pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'électricité et que c'était aussi bien de lui laisser son intimité à Malika. Donc, on faisait pratiquement 1 heure aller, 1 heure retour tous les jours pour aller filmer Malika. Donc voilà, la temporalité, on a tourné à peu près au mois de mars-avril. On était vraiment au début des tempêtes de sable. Donc il y a des moments où on a aussi des tempêtes et on le sent dans le film. Mais je pense que c'était le temps qui était nécessaire pour. J'aurais peut-être pu rester plus. Je me suis posé la question. Mais ça, c'est quelque chose qu'on sent quand on est dans le tournage et qu'on sent qu'on est en train de s'épuiser, que. D'ailleurs, en fait, on cherche toujours des images un peu d'Épinal qu'on ne trouvera jamais. Et je me souviendrai toujours de cette image que mon ami Shaoqi m'avait décrit. Il me dit un jour, je rentre chez Malika et puis il y avait 2 gars qui étaient assis à boire leur café et chacun avec un faucon sur l'épaule. Et j'ai trouvé cette image complètement incroyable. Et donc, d'une certaine manière, j'étais un peu à la recherche de cette image. Et après, chaque chose a une fin. Et ça, on le sent à l'intérieur de nous-mêmes. On sent parce qu'on est en train de s'épuiser, qu'on est en train d'épuiser l'autre, que la station-service, eh ben, il y avait les lumières. Je n'avais pas forcément besoin d'avoir la station-service totalement ouverte. Donc, voilà, je pense que les 2 mois, on a passé peut-être 2 mois, 1 semaine, 2 mois et 10 jours de tournage chez Malika. Et par contre, la temporalité du montage, elle a été très longue. Je pense qu'on est sur 5 mois de tournage parce qu'avec les rushs qu'on avait, on aurait pu écrire 36 000 films différents. Et c'était ce film-là que j'avais envie d'écrire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ça a très bien répondu. Merci beaucoup. Merci Hassan. On enchaîne avec la question de Louise. Bonjour Louise. C'est nickel, ça s'enchaîne très bien parce que j'allais demander comment est-ce que vous avez fait le choix des images en fait au montage, quelles images, comment vous avez fait pour choisir quelles images allaient figurer au film. Voilà. Effectivement, ça s'enchaîne très bien. Écoute, c'était très long parce que j'avais 2 difficultés dans le film, 2 choses à résoudre. La place de Malika. En fait, vous l'avez compris un petit peu peut-être. Le film est construit sur 3 strates différentes. C'est un peu comme ça que j'ai imaginé le film. La première strate du film, c'est un portrait de Malika, cette femme incroyable qui décide de quitter le Nord, de quitter sa famille et d'aller s'installer dans cet endroit, au milieu de nulle part. La deuxième strate, c'est les routiers. Les routiers qui arrivent avec leurs histoires comme des bouteilles à la mer dans cette agora de démocratie où tout le monde a droit à dire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment une agora de démocratie dans les respects des règles qu'impose Malika à l'intérieur. Donc ça, c'est la deuxième strate. Et cette deuxième strate raconte aussi l'Algérie en creux. Qu'est-ce qui bouleverse le pays? Qu'est-ce qui travaille le pays en ce moment? Quels sont les questionnements des gens? Le travail, le chômage, la poésie, voilà, plein de choses. Et la troisième strate,
c'était la station-service et qu'est-ce qu'elle amène comme bouleversement, comme chamboulement pour la vie de Malika. Et donc, le montage, pareil, il s'était construit sur ces trois strates-là, et c'était de trouver l'équilibre entre ces trois axes-là. Et donc, des fois, j'avais très peu de choses par rapport à Malika, et ça, c'était une vraie question dans le film. Qu'est-ce que je révèle de Malika? Quelles sont les zones d'ombre que je garde d'elle? Pareil, ensuite, par rapport à la station-service, ça a pris beaucoup de temps à se dire mais quelle place ça va prendre cette station-service? Est-ce qu'elle est si importante? Est-ce que je dois d'ailleurs la garder ou pas? Toutes ces questions-là que m'amène cette place-là. Donc voilà, après, voilà, le montage, pour le résumer, c'était trouver un équilibre entre ces trois choses différentes que j'avais envie de raconter. Melika, les routiers et l'Algérie, quoi, le portrait que ça raconte, et la station-service. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Et merci pour ce film et pour votre temps. Merci. Merci de nous rencontrer. Merci. On continue la série de questions. Il y a encore 6 ou 7 questions, Hassan, qui se profilent. Et je crois qu'on peut continuer avec Anouk. Bonjour Anouk. Bonjour, merci beaucoup pour votre film. Vous parliez de l'agora démocratique qui se constitue chez Malika. Justement, est-ce que vous voyez une dimension politique dans votre film? Parce qu'il y a ce portrait social à travers le défilé des routiers, enfin, des différents personnages qui passent. Il y a les conditions dans lesquelles Malika vit. Il parle de difficultés économiques, de transformation. Il parle effectivement de plein de choses ensemble. Il y a aussi, elle, c'est une femme, elle nous parle de ça aussi. Il y a l'histoire de menaces qu'elle a reçues. Enfin, il y a ce personnage du borgne aussi qui est évoqué. Voilà, je me demandais ce que vous... Et puis, sa parole est très libre à elle. Moi, j'étais frappée la manière dont elle réagit aussi aux propos, aux conseils qu'on lui donne, que ces hommes viennent lui donner sur sa manière de vivre, son comportement, parfois religieux. Enfin, voilà. Je me demandais comment vous le perceviez. Tu peux un peu plus, s'il te plaît, aller plus loin dans ta question, s'il te plaît, Anne? Je me demandais à quel point c'était politique pour vous comme film, peut-être aussi la manière dont c'est reçu en Algérie, y compris par le pouvoir. Enfin, est-ce que c'est, je sais pas. Et aussi, oui, il y a un peu ce spectre des années 90 à travers l'histoire du frère et à travers donc ce qu'elle raconte sur sa fille, qui est donc apparemment pas vrai. Je crois qu'elle n'a pas de fille, mais l'idée de disparus, de gens qui ont été potentiellement assassinés. Moi, j'ai trouvé que c'était fort. C'est des petits éclats, c'est-à-dire que c'est pas ouvertement le sujet, évidemment, mais à travers cette femme qu'on sent très courageuse, on perçoit un peu tout ce monde. Ouais. Écoute, complètement. Alors, moi, je pense que la politique, elle est dans tout ce qu'on fait, dans n'importe quel film, dans n'importe quel livre, et même si on la fuit, elle nous rattrape. Ensuite, moi, les questions politiques, je ne les aborde pas d'une manière frontale, pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, mais juste ce qui m'intéresse avant tout, c'est le récit. C'est le récit des gens, les histoires des gens. Et si, par exemple, dans un récit, il y a ce routier qui est en train de nous parler de la cherté de la vie et qui ne gagne pas assez d'argent et que les voleurs doivent, les corrompus doivent partir, comme a dit Malika, et ben ça, je garde parce qu'il y a un vrai moment d'échange là qui se passe à l'intérieur. Il y a un vrai moment d'échange, par exemple, c'était pas quelque chose de délibéré de ma part de parler, par exemple, des migrants. Mais il se trouve qu'il y a des migrants qui arrivent dans le film et qu'il y a quelque chose qui est en train de naître autour de cette agora, comme je parlais tout à l'heure. Et puis, ce paradoxe-là entre le discours des Algériens qui les embauchent, leurs collègues, et puis les mecs qui sont derrière, dans la camionnette, n'ont pas le droit à une vraie place, quoi. Ils grimpent derrière. Donc voilà, pour moi, toute une question de politique d'une certaine manière, mais c'est pas ça que je vais rechercher d'emblée sur mes films. Ça, c'est quelque chose qui plutôt transpire
d'une volonté de raconter la vie des gens. Et ensuite, quand ça transparaît, et ben, tant mieux. Et, et, et c'est pas, voilà, je ne cherche pas. Ce qui est bien, alors peut-être que j'ai réussi à, je sais pas si c'est bien ou pas, mais que mes films, en fait, même s'ils critiquent d'une certaine manière, bon, c'est des critiques que tout le monde connaît, hein, mais d'une certaine, ils sont diffusés en Algérie, ils sont aussi soutenus par le ministère de la Culture algérienne. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour moi, c'est-à-dire de se dire, ah tiens, mais on peut critiquer et aussi être financé. Il y a ça qui entre en jeu aussi pour moi, mais jamais de ma vie, par exemple. Par exemple, je te donne un autre exemple. On parle des Qataris dans le film. On parle des Qataris, on dit qu'ils viennent chasser l'outarde et le Qatar a financé en partie le film. Mais quand on a envoyé la version pour la post-production, avec ma productrice, on avait eu cette discussion. On a gardé cette séquence. On n'allait pas l'enlever juste parce qu'il y avait de l'argent. C'est-à-dire, voilà, il faut aller jusqu'au bout de ses idées et puis les assumer jusqu'au bout, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Et bah, juste pour rebondir, il y a une scène qui m'avait marquée aussi dans la question réalité-fiction, celle de la prison qui est jouée à travers la petite fenêtre. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelque chose. Ouais, grave, grave, parce que voilà, par exemple, une séquence de fiction qui naît comme ça. Donc, Shawqi, qui est l'écrivain ami de Malika de longue date et qui me présente Malika, ils sont en train de discuter, puis à un moment, il se lève, il ouvre la fenêtre et Malika lui dit passe de l'autre côté. Et au moment où elle lui dit passe de l'autre côté, il arrive là et dit on dirait que c'est la prison. Malika dit on dirait que c'est la prison. Et là, je me suis dit mais attendez les gars, c'est génial là. On vient de trouver un truc, un dispositif à tourner tout de suite. Est-ce que ça vous dit? Malika, est-ce que ça te dit de jouer la mère de Shawqi? Et Shawqi, ça te dit de jouer le truc? Ouais, ok. Parce que faire un film, c'est aussi s'amuser. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et du coup, ben, on l'a joué à fond, c'est-à-dire en plosant la caméra, en disant moteur, action, entre dans le champ. Et là, on s'amuse. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Shawqi Armari, qui est journaliste, en fait, avait fait 1 an de tôle pour un de ses articles en Algérie dans les années 90. Voilà, d'une certaine manière, il y a tout plein de choses qui ne sont pas là du hasard, mais qui sont là par hasard aussi. Voilà par rapport à cette séquence. Merci Hassan, encore. Je voudrais... On passe la parole à Julie, Fabiani. J'espère n'oublier personne. Il y avait d'autres personnes qui s'étaient inscrites, mais je ne les vois plus apparaître à l'écran. Donc, je ne veux pas faire de gaffe. Il y a Thalisa Langlois et Adèle Ferrier qui patientent également. Alors, peut-être Julie Fabiani, si elle est toujours avec nous. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question justement sur la narration, donc ça tombe bien. Je voulais vous demander ce que vous avez voulu raconter, parce que c'est vrai que dans ce film, vous relevez quand même un vrai défi. Un film, c'est raconter des histoires, et là, vous montrez la vie d'une femme dans laquelle, finalement, il ne se passe pas grand-chose, elle ne bouge pas, elle reste dans cette maison au milieu du désert. Et donc, je voulais vous demander si pour vous, le cinéma, c'était raconter des histoires, ou est-ce que c'était faire une pause, ou est-ce que c'était de réintroduire une forme de lenteur? Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord qu'il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. J'ai l'impression qu'il se passe même énormément de choses, plus que si je fais un peu le résumé de ma journée d'aujourd'hui. Franchement, elle n'est pas du tout joyeuse. Pas joyeuse, mais sans trop d'activité. Les journées de Malika sont des journées très remplies. Alors des fois avec des moments d'accalmie, mais aussi des fois avec des moments où elle a plein de clients qui sont de passage. Voilà, ensuite, ce que j'ai voulu raconter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'une certaine manière, c'est ces 3 strates-là. C'est qu'est-ce que, par exemple, pour la station-service, c'est le nouveau monde qui débarque et qui va amener un bouleversement dans la vie de Malika.
c'est pas rien d'avoir une station-service avec l'électricité, un restaurant, un café qui vient, qui va tout chambouler pour quelqu'un qui, comme elle m'avait dit un jour, elle me dit, j'ai fait du repérage avec son langage à elle. Elle me dit, en fait, j'ai repéré le lieu pour eux. Moi, je me suis installé là il y a 25 ans. Donc, voilà, pour moi, ça raconte ça. Ça raconte ça raconte Malika d'une certaine manière. Pas tout, parce que je tenais pas non plus à ce qu'on sache pourquoi elle était partie. Ça, je voulais garder cette zone d'ombre par rapport à elle. Ça raconte des bribes de vie, la solidarité qu'il y a entre les routiers. Mais peut-être que c'est pas à moi de le dire. Voilà, moi j'essaie voilà, de raconter tout ça et j'espère que chacun peut se fabriquer son histoire à l'intérieur du film que je propose. Merci Hassan. On passe à la question de Talisa. Bonjour Talisa. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bien. Alors tout d'abord, merci pour cette rencontre et merci beaucoup pour ce film qui m'a beaucoup touchée. Cette femme Malika, voilà, son parcours, sa vie, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup parlé. Et je voulais en fait vous poser une question sur les routiers, du coup, toutes ces personnes en fait, qui s'arrêtent, et notamment savoir s'ils avaient été étonnés en fait, de voir une caméra. Parce que naturellement, en fait, j'aurais tendance à penser qu'ils avaient peut-être voilà, un certain étonnement en voyant donc, tous ces dispositifs installés chez Malika, chez cette femme chez qui ils s'arrêtent souvent. Et en fait, d'un autre côté, j'avais l'impression que c'était comme une évidence pour eux et que forcément, il y allait un jour quelqu'un qui allait s'arrêter pour parler de cette femme et filmer cette femme. Du coup, voilà, je voulais savoir comment est-ce qu'ils avaient interagi en fait, avec vous. Voilà, tout simplement. Écoute, j'étais très surpris autant que toi en étant là-bas sur le tournage. C'est incroyable comment il y a une intelligence de ce corps de métier des routiers. Et je dirais que 90% des routiers qui entraient à l'intérieur étaient d'accord. On a eu 10% à peu près, pas plus, de gens qui n'étaient pas d'accord pour être filmés. Et tu viens de dire un truc, et c'est marrant, il y a plusieurs routiers qui nous l'ont dit. Ils nous ont dit, mais en fait, vous avez mis du temps à venir filmer Malika. Parce qu'en fait, ils ont un tel respect pour elle que pour eux, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas de film sur Malika. Et donc, ça a été très, très, très simple. Et en plus, Malika facilitait la tâche. Et quand les routiers, par curiosité, demandaient qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et ben Malika, d'emblée, elle disait, c'est mon film, ils sont en train de faire un film sur moi. Donc, on avait aussi cette facilité par rapport à Malika. Et ça s'est hyper bien passé avec les routiers. C'est vraiment un truc de fou. Et ils ont été très coopérants, ils nous ont vraiment tous aidés. On a vécu des trucs incroyables. Ça, c'est une petite anecdote, mais un jour, il y a un routier qui vient, qui achète des clopes et puis un thé chez Malika, puis qui se barre. Et en fait, il y a pas mal de gens, des fois, qui font des haltes, qui se garent autour de chez Malika, juste pour passer la nuit et reprendre leur chemin. Et puis, il est revenu 2 heures après en nous disant je vous ai préparé le couscous, venez avec Malika manger le couscous. Et ça, c'est un moment que tu ne filmes pas parce que c'est tellement un moment magique de la vie que tu le gardes précieusement pour toi dans ta tête, quoi. Et donc, il nous avait fait un couscous avec des truffes du désert et on s'est régalé avec Malika sous un camion. Et je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Question d'Adèle Ferrier. Oui, merci beaucoup. La question que je voulais poser était en partie posée par les personnes avant moi, mais moi, c'est vrai que ça m'intéresse énormément cette question de la réalité et de la fiction, donc j'y reviens un instant, mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les gens jouent avec la caméra et comment la caméra en fait agit sur les personnes que vous filmez et la façon dont ils deviennent des personnages, parce qu'il y a à la fois les parties écrites, mais comment eux s'approprient aussi le jeu de cette caméra, est-ce qu'ils deviennent encore plus signifiants d'eux-mêmes avec cette présence de la caméra, comment ils arrivent à devenir des personnages aussi avec cette caméra. Et la deuxième chose aussi que je voulais vous poser, beaucoup plus formelle, mais j'ai adoré votre film et j'aimerais beaucoup le voir au cinéma, avec cet embouteillage insensé qui arrive. Comment vous profilez la sortie de votre film aussi, c'est ce que je voulais savoir. Écoute, c'est une sacrée question là de comment on devient son protagoniste.
j'ai réfléchi un petit peu, parce que franchement, si quelqu'un vient demain me dire j'ai envie de faire un film sur toi, je ne sais pas du tout si j'accepterai ou pas. C'est déjà quelque chose de tellement énorme qu'on te donne, et qu'à chaque fois, moi, je suis très surpris, très admiratif des gens qui se laissent filmer, parce que c'est vraiment un acte très courageux. C'est pas nous qui sommes courageux, ceux qui les filment dans le désert, mais c'est de donner un peu de soi-même, de donner une partie de soi. Et ça, je trouve ça magnifique de la part de Malika ou des routiers qui nous livrent quelque chose d'eux. Et c'est ça, je pense que même le mot personnage, on te dit, ouais, attention, n'utilise pas, quelqu'un m'avait dit une fois, n'utilise pas ça dans le documentaire, c'est pas bien et tout. Je lui dis, pourquoi? Mais quand tu reviens à ce que ça veut dire persona, ça vient du latin et ça veut dire se mettre un masque. Et en fait, moi, je suis pour que quelqu'un, quand tu le filmes, eh ben, il met le masque qu'il a envie de mettre. Pas le masque qu'on nous oblige à mettre aujourd'hui, mais révéler quelque chose de lui qu'il a envie de donner. Et je pense que c'est surtout ça. C'est pas tant qu'ils deviennent des comédiens. Alors, je précise que des scènes qui sont écrites à 100%, c'est vraiment la scène de la photo avec Samir qui vient chercher son frère. Après, les autres scènes, à chaque fois, c'est une écriture différente. J'ai raconté de comment était écrite la scène de la prison. Et une autre scène, par exemple, la scène des musiciens. Pareil, ça, pour moi, c'est une scène qui est écrite, mais avec le réel qui m'entoure. On arrive le matin avec mon acolyte et puis on a un rituel. On commence jamais à filmer avant d'avoir pris le café et de discuter avec Melika. Et là, il y a un gars qui est en train d'attendre son café. Il voit le matos, il nous dit, vous êtes des journalistes? On lui dit non, on est en train de faire un film sur Melika. Je jette un coup d'œil à la porte, à l'extérieur, et là, il y a un minibus rempli de personnes à l'intérieur. Je lui dis, vous êtes une équipe de handball, de basket, de quoi? Il me dit, non, non, pas du tout. On est une troupe de musique et on vient de gagner le premier prix dans la ville d'à côté et le prix de la danse et la musique folklorique. Je lui dis, c'est pas vrai. Il me dit, tu voulais qu'on vous joue un petit truc? Je lui dis, mais grave, carrément. Et là, le mec, il fait descendre tout le bus avec les instruments et tout le monde s'assoit le plus naturellement possible et il nous joue ces morceaux incroyables. Ça, c'est pour moi, voilà, c'est un don du ciel, mais c'est aussi une scène écrite parce qu'on a écrit ça avec le gars que j'ai rencontré. On s'est dit, tiens, il y a une caméra, on va fabriquer quelque chose tous ensemble. Voilà par rapport à l'écriture. Et par rapport à la sortie, bah écoute, c'est des films, tu sais, qui sont fragiles, quoi, qui n'ont pas l'impact que pourraient avoir des films. Après, on sait exactement ce qu'on est en train de faire. On fait les films qu'on a envie de faire, surtout des films par nécessité. Donc, on sait très bien que 143 rue du Désert, si on a 15 000 entrées ou 10 000, c'est déjà magnifique. Mon précédent film, Dans ma tête à rond-point, on avait fait 6 000 entrées. Mais c'est pas ça qui m'importe, c'est pas ça qu'on cherche. Sinon, on ferait d'autres films plus conventionnels, plus dans le mainstream, quoi. Mais moi, je suis très content, en tout cas, que le film sorte en France. Et le film est sorti en Algérie, il est sorti au Portugal. Voilà, que le film ait une vie derrière, c'est ça qui est génial et qu'on puisse échanger, qu'on puisse avoir des discussions autour du film. Que vous prenez le film, vous en parlez à quelqu'un d'autre. Tiens, il y a ce film qui est sorti, qui est en DVD. En fait, voilà, moi je pense à des films dans la durée, quoi, à essayer de construire une filmographie qui soit cohérente par rapport à ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas que j'ai répondu à ta question. Si, merci beaucoup. En tout cas, j'ai hâte d'aller le voir au cinéma et merci pour votre réponse. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se mettre en scène aussi parfois et plus réel que le réel. C'est ça qui est intéressant aussi. Merci beaucoup. Merci Hassane. Et je profite juste de ce petit moment pour faire une parenthèse sur la sortie du film. Donc, il sort le 18. Le 16, ouais. Voilà. Et de redire ça pour peut-être les retardataires. Et n'hésitez pas, parce que vous avez aussi... quelqu'un disait que la sortie des films, effectivement, ça allait être difficile. Lucie en parlait tout à l'heure. N'hésitez pas à parler de ce film autour de vous et que les gens aillent le voir tout de suite. C'est-à-dire que s'ils hésitent entre 3 films, ils vont d'abord voir celui-là. Parce que les autres, ils pourront voir plus tard. Et c'est vraiment important et vous avez un vrai rôle à jouer à cet endroit-là.
Voilà, je ferme la parenthèse et je donne la parole à, je crois que c'est Sarah qui avait une question aussi. Oui, bonjour. D'abord, merci pour toutes vos réponses. Il y a tellement d'anecdotes incroyables sur ce film. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à la composition de vos plans. Il y a beaucoup de surcadrage qui donne un peu une impression parfois d'être enfermé dans cette petite maison au milieu du désert. Et voilà, je voulais savoir si c'était le sentiment que vous avez voulu créer et que vous nous parliez un peu de ce choix sur la composition. Alors, écoute, je ne voulais pas du tout donner un côté d'enfermement. J'espère que c'est pas vraiment ça que tu as ressenti. Mais moi, ce qui était important pour moi, c'était de faire un huis clos qui soit ouvert sur le monde, avec toujours ce parti pris, parce que je pars aussi avec des partis pris. Par exemple, de ne jamais quitter le périmètre autour de chez Malika. À part quand je fais ce plan très large où il y a la station-service et la maison de Malika. Mais par exemple, quand il y a un accident qui se passe, où il y a des morts et qui est vraiment à 50-60 mètres de chez Malika, je fais le pari de ne pas y aller. Parce que c'est tentant d'y aller. C'est de filmer un bus complètement déglingue, où il y a un accident qui vient de se passer, mais ce parti pris, quand on le prend, on le respecte jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, par rapport au surcadrage, c'est tout ce que m'a inspiré le lieu. C'est-à-dire que la première chose qui m'avait frappé en arrivant chez Malika, sans la caméra, c'était cette porte-là et que Malika regardait et qui était comme un écran de cinéma. Il se passait tout le temps quelque chose. Et c'était un désert habité, c'est pas le désert fantasmé que j'avais envie de filmer, le désert avec les dunes, même si elle parle de dunes, mais elle parle avec à sa propre sauce, quoi. Donc ça, c'était important pour moi. Et ensuite, il y a ma manière de faire les choses, qui est aussi une manière, je vais pas vous cacher, chaque plan n'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui est réfléchi parce que c'est très intuitif aussi. La partie intello, la partie construction, elle vient plus au montage. Mais quand je suis en tournage, je suis dans quelque chose d'intuitif. Où est-ce que je vais poser ma caméra? Tiens, là, ils sont en train de discuter et j'ai envie d'avoir les deux qui sont en train de discuter. Qu'est-ce que je vais trouver le plus simplement possible pour raconter ça? Et souvent, je trouve un plan qui m'intéresse. Et ben, je vais garder mon plan, je vais éteindre ma caméra. Et quand il y a quelqu'un qui entre à l'intérieur, j'allume ma caméra. Mon plan est déjà prêt. Voilà. Et ce qui est fou aussi, c'est que ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est qu'à l'intérieur d'un lieu qui fait 20 mètres carrés, comme le café de Malika, il y a, je pense, 15 millions d'axes possibles, quoi, et de manières de filmer. Voilà. Même dans un petit périmètre, un petit lieu comme ça, bah, tout est possible. Il y a une infinie de possibilités, de plans, de cadrage à faire. Voilà. Merci. Merci. C'est vrai qu'en effet, on a l'impression qu'il est beaucoup plus grand, je pense, que ce qu'il n'est vraiment, avec tous les différents angles que vous avez réussi à trouver. Merci pour votre réponse. Merci. On prend une question de Chloé, qui sera la dernière question. Après, il y a quelques questions écrites que je te transmettrai, Hassan. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très bien. Ok, parfait. Merci beaucoup pour être là déjà. Et moi, j'avais une question assez simple, c'est est-ce que vous avez montré le film une fois monté à Malika? Et si oui, quelle a été sa réaction? Ouais, alors ça a été c'était tout un film aussi parce que Malika est venue à l'avant-première qu'on a fait à Alger et c'était un moment assez magique. Malika n'était pas venue à Alger depuis des années, mais des années. Malika avait pris l'avion pour la deuxième fois de sa vie pour venir et que c'était un moment assez extraordinaire. Et donc Malika découvrait le film avec nous dans la salle et c'était que de l'émotion, quoi. On a vécu une semaine incroyable. Elle a présenté le film, elle a pris le micro en disant « Je suis Malika du désert et ce soir, je suis votre invité ». La salle, elle fait 600 personnes d'emblée, donc elle met le paquet, quoi. Elle fixe le truc. Et ensuite, on était assis l'un à côté de l'autre.
Malika appelait les routiers qui étaient dans le film pour leur dire là, tu passes au cinéma, là, tu es en train de passer au cinéma. Là, il n'y avait que des moments comme ça assez extraordinaires. Et ensuite, pour vous faire le récit un petit peu, il y a la question de est-ce que. Donc, le débat, on le fait tous les deux et la productrice avec nous. Malika, il y a quelqu'un dans la salle qui dit est-ce que tu as aimé le film? Et là, elle dit mais comment voulez-vous que je n'aime pas le film? C'est mon film. Exactement ce qu'elle disait aux routiers. Et là, tu te dis tiens, on a fabriqué quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, là, pour une petite anecdote assez drôle, récemment, il y a des journalistes algériens, c'est un peu l'équivalent de Combini algérien qui m'a appelé pour me demander le numéro de Malika. Donc, je connais le gars, donc je lui file le numéro de Malika. Et donc, j'ai Malika au téléphone et je lui dis alors, il t'a appelé, machin, le gars, pour le truc. Ah non, 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 je lui dis non, moi, je fais pas dans le reportage, moi, je fais que le cinéma. Et je me suis dit, mais cette phrase, c'est incroyable en fait. C'est que Malika, elle sait très bien qu'en fait, elle a fait un film, qu'on a fait un film ensemble. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Hassan. Il y a encore une question de Bénédicte Boucher. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors moi, c'était une remarque en fait. Vous avez dit justement que votre film, pour les distributeurs, j'imagine, c'était un film fragile et que fallait que les gens aillent le voir. Et moi, j'hésiterai pas à dire à des gens d'aller le voir, dans le sens où j'ai bien aimé la place que vous avez accordée à une femme, parce que comme vous avez dit, c'est peut-être un peu du hasard que vous l'avez rencontrée grâce à votre ami écrivain, mais vraiment cette femme au milieu d'un monde masculin, comme une sorte de Bouddha dans le désert, c'est vraiment beau et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Merci beaucoup. Merci. Écoute, je ne sais pas quoi dire. Voilà, c'est sympa. Merci. Ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Il reste encore un petit peu de temps. Oui. Timothée? Oui, bonsoir. Voilà, je voulais vous remercier d'être là. J'ai beaucoup apprécié votre film. Je l'ai trouvé extrêmement singulier. Enfin, j'ai jamais vu de film comme ça. Et j'avais vraiment une petite curiosité. J'ai cherché sur Internet des informations sur vous. Et sur le site de l'Institut français, c'était marqué que vous allez sortir votre prochain film qui s'appelait Le Royaume de Malika. Et finalement, il s'appelle 143 rue du désert. Et voilà, c'était juste vous demander par rapport à ça. Merci. Écoute, merci pour ta question. Alors, Le Royaume de Malika, c'était le titre quand on était en train de pitcher et chercher les financements. Après, généralement, moi, j'ai 3-4 titres qui m'accompagnent pendant le tournage et après pendant le montage aussi. Mais c'est vraiment genre 2-3 jours avant de livrer le film au festival de Locarno pour son avant-première où on avait décidé de changer le titre. Et que j'avais trouvé que 143 rue du désert était beaucoup plus pertinent que Le Royaume de Malika. Et j'aime bien quand le titre émane d'un des protagonistes du film. Même si Le Royaume de Malika, c'était la touriste polonaise qui le disait, pareil, mais j'avais un peu de souci avec le mot royaume par rapport à ce que est Malika. Et j'aimais beaucoup, en fait, que ça soit une adresse fictive et en même temps qu'elle sorte de chez Shawqi. J'ai trouvé ça très beau, quoi. Et ça s'appelle 143 rue du désert. Donc, c'est vraiment au dernier moment où j'ai décidé de mon titre. Ok, ça marche. Merci beaucoup et j'hésiterai pas à le revoir au cinéma. Merci. 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 Il y a une question, Hassan, d'Eda qui te pose la question en fait sur un autre protagoniste dont on n'a pas parlé. Il s'agit de Mimi. Et voilà, elle trouve que Malika a un lien très fort à son chat et que c'est elles deux les gardiennes du désert en fait. Donc elle avait envie de prendre des nouvelles de Mimi. Et comment toi tu la considères aussi dans le film. Ouais, écoute, moi j'étais très frappé par la relation que Malika elle avait à ses animaux parce qu'elle était très, très solitaire, mais en même temps, elle les rendait humains et puis elle la prend en partie
quand elle discute avec Samir de sa fille, elle la considère comme sa fille d'une certaine manière. Et non, mais Mimi est morte depuis, mais Malika a récupéré d'autres chats. Voilà. Mimi n'est plus là aujourd'hui, mais Malika est voilà, quelqu'un qui adore les chats, qui aussi aime bien les chiens, donc elle a toujours été entourée par eux. Merci encore. Est-ce que quelqu'un a une autre question les questions écrites recoupent un peu ce que tu as déjà dit, donc je t'ai évoqué celle-là, mais les autres, j'ai l'impression que tu y as déjà répondu d'une façon ou d'une autre. Donc en tout cas, moi, je voulais te remercier de la précision et de la sincérité aussi de ce que tu nous as fait partager. Là, c'était assez émouvant et assez vraiment fort, quoi. Donc merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup, Aurélia, et merci à tout le monde de m'avoir écouté, d'avoir posé ces questions. C'est chouette, vraiment une belle rencontre. Ouais. Les questions étaient top. Aurélia, oui, tu avais peut-être. Tu voulais reposer une autre question ou Non. Voilà, je trouve que toutes les questions qui ont été posées étaient pertinentes et on a été loin parfois dans la. Et puis je trouve, c'était voilà, Hassan, il nous livre vraiment, voilà, les secrets de fabrication et comment on crée, quoi. Et c'est assez rare d'entendre ça et c'est précieux, quoi. Voilà. Et avec toute son humanité. Enfin voilà, voilà, je suis assez admirative de la façon dont il travaille. Voilà. C'était une très belle rencontre et je retransmets effectivement tout le monde dans les conversations est en train de dire merci pour ce moment, merci les anecdotes, tout ça, c'était vraiment très émouvant, très beau. Et ben, du coup, on va peut-être conclure et libérer Hassan. Et merci à tous pour ces échanges. Merci beaucoup Hassan pour votre temps. Merci Aurélia pour l'animation et merci bien sûr à tous les étudiants et les étudiantes jurées. La prochaine rencontre, elle aura lieu mardi 11 mai à 16h avec Fanny Liattard et Jérémy Troul pour le film Gagarine, qui n'est pas en lice pour la même compétition que le coup de cœur des jeunes Acide France Culture, mais pour les 5 films qui sont dans la catégorie du prix France Culture Cinéma des étudiants. Et donc, vous, les étudiants jurés, vous avez reçu un mail avec les liens. On va le remettre aussi dans les groupes privés. Et merci à tous. Merci pour votre présence. Merci pour ces beaux échanges. Et bon week-end à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup.